faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Ivoire TV Reçoit. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, Ivoire TV Reçoit se retrouve dans la charmante ville de Dabou et nous allons donc à la rencontre d'un entrepreneur. Restez scotchés. Bonjour Monsieur Nda et bienvenue à notre émission Ivoire TV Reçoit. Bonjour Rosemont. Monsieur Nda Valérie Kwame, merci d'avoir accepté notre invitation, mais votre nom ne passe pas inaperçu dans la belle cité de Dabou. Qui est Monsieur Nda Kwame Valérie? Déjà, Monsieur Nda Kwame Valérie, ce n'est pas totalement correct, c'est Monsieur Kwame Nda Valérie. C'est vrai que le nom de famille c'est Nda et tous mes frères et sœurs ont Nda Kwaku Jean-François, Nda Ya, etc. Bon baoulé. Mais particulièrement pour moi, c'est Kwame Nda Valérie parce que le grand-père s'appelait Kwame Nda et papa a voulu marquer cela en m'appelant Kwame Nda. Donc je suis le seul qui a Kwame comme nom. Et pour la petite histoire, mon épouse s'appelle Madame Kwame tantôt. Mes enfants sont les enfants Nda et ça l'a souvent embêté. Okay. Voilà, donc je suis ivoirien, installé à Dabou depuis quelques années, consultant. Voilà, je fais mes affaires. Monsieur Nda Kwame, ok, on va rester juste sur Monsieur Nda. On peut y aller, sachant que la vérité est connue, c'est pas facile de changer. Nda, vous avez parlé de votre femme, vous êtes marié, vous avez combien d'enfants et puis comment ça se passe la vie de famille? Monsieur Nda a 5 enfants. Et ça se passe très bien. Oui, 5 enfants, je pense que c'est... Déjà, on a tiré le frein à main, c'est vrai que c'est Dieu qui décide, comme on dit. Mais notre désir, c'est de faire en sorte que ces 5 enfants qui sont là puissent s'épanouir et réussir le mieux possible. Vous savez, une chose n'est pas de faire les enfants et de les laisser comme ça, c'est de pouvoir les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Donc la vie de famille, Dieu merci, je pense que c'est la chose qui se passe le mieux possible pour moi. Ça va. Monsieur Nda, vous êtes ingénieur des techniques agricoles, vous êtes formateur, vous êtes consultant et vous avez 23 années d'expérience. On a bien envie de savoir quand est-ce que Monsieur Nda a commencé pour avoir quand même 23 années d'expérience. C'est pas petit comme on dit en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de 5 enfants, vous avez tiqué. Sachez que Monsieur Nda a tout fait très tôt par la force des choses. Sachez que déjà à 9 ans et demi, j'avais l'entrée en 6e. En son temps, il y avait ce qu'on appelle la série spéciale. À 17 ans, j'avais le bac, je devais rentrer à l'université. Pour la petite histoire, ça m'a créé beaucoup de soucis parce qu'il fallait une autorisation parentale. On commence les cours à l'université de Cocody, là, en son temps. Et au moment d'aller m'inscrire, on me dit je ne peux pas m'inscrire. Il fallait que je retourne voir mes parents à Bouaké pour avoir une autorisation parentale pour pouvoir m'inscrire. Donc à 17 ans, je suis à l'université en CBG, chimie, biologie, géologie, qui quelques années après va devenir Abobo Agamé. Et fort heureusement, j'ai passé un concours pour entrer à l'INP, à l'IAB qui venait d'être transféré à l'INP. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé. Parce que j'avais commencé à rentrer dans un groupe, vous savez, quand vous êtes dans une école catholique pendant des années et que vous vous retrouvez libre à l'université et puis on dit il y a grève, il y a ceci, cela, on était les premiers à foncer. Et donc, Dieu merci, avec les conseils de mon père, j'ai passé un concours et je suis rentré à l'IAB. Là-bas, naturellement, au sein de l'INP, cet institut-là m'a formé. En 1996 déjà, je soutiens et on lance les demandes d'emploi. Ça marche. Donc, le 23 juin 1997, je commence à travailler. Donc, voilà, tout est parti vite. Et naturellement, les enfants aussi sont partis vite. Donc, je veux dire, c'est peut-être la providence qui fait que tout est parti vite. Vous commencez à travailler. Quel a donc été votre parcours pour que vous atterrissiez aujourd'hui à la SAPH? Ok, dans les premiers moments, je suis appelé par une ONG allemande qui s'appelle Misereor,
qui travaillait avec l'église catholique. Et c'était donc dans la zone de Daloa. J'étais basé sur Kounaïri, Goïtafla et Zouenoula. Et donc l'ONG avait pour objectif d'aider le monde paysan à se prendre en charge à travers certaines cultures et aussi à apporter une certaine aide aux enfants en termes de capacité en matière de nutrition. Et donc je travaillais avec les religieuses. Et pendant que j'y étais, on m'appelle, puisqu'on avait déposé des dossiers partout, pour dire qu'il y avait un test à la SAPH et au Bénet. Donc dans la même semaine, je passe les deux tests. Le test du Bénet, on l'a passé à Bengourou, celui de la SAPH à Dabou. Et 2 semaines après, on m'annonce que je suis reçu aux 2 tests. Bon, je regarde le salaire au niveau de l'ONG, c'est vrai qu'il y a du volontariat. Je regarde le salaire éventuel dans les 2 autres entreprises, il n'y avait pas photo. Maintenant, pourquoi j'ai choisi SAPH? Ça pesait dans la balance. Ça pesait dans la balance. Si je restais au Bénet, j'allais être le chef hiérarchique de mon père qui travaillait là-bas en tant que chef de projet. Et donc, voilà, naturellement, j'ai pris SAPH. Il y avait aussi une publicité sur la vente, la privatisation de la SAPH. Je me suis dit, ben, il y a peut-être un calangue là-bas. Voilà comment je rentre à la SAPH. Et vous décidez comme ça d'entrer à la SAPH. Je crois que ça s'est bien passé. Hein? Les années ont été belles ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après, vous décidez carrément de quitter la SAPH. On veut savoir quand vous étiez à la SAPH, comment c'était? Ben, la plus grande expérience de ma vie, je l'ai acquise à la SAPH. On va donc dire que c'était de belles années. C'était de très belles années, surtout les toutes premières années. Vous entrez dans une entreprise où très jeune, vous avez des responsabilités. Mon premier poste, c'était à Toupa. J'étais assistant de culture, donc chargé de gérer un village avec à peu près 1500 âmes, 1500 habitants. Et là-bas, vous êtes tout, hein. Vous gérez le social, vous gérez les écoles maternelles, les engins, les plantations, etc. Et à l'âge que j'avais 23 ans à peu près quand je rentrais à la SAPH. Ah. Vous imaginez, il fallait gérer tout cela et c'était donc un gros challenge. Et au fil du temps, les responsables ont dû remarquer que ça marchait. J'ai changé de poste à plusieurs reprises jusqu'à ce que je parvienne au poste de chef de département achat de caoutchouc sur toute la Côte d'Ivoire en 2011. Poste que j'ai tenu, que j'ai ouvert, que j'ai créé donc, et que j'ai tenu pendant 2 ans avant de partir de la SAPH. Maintenant, je ne vais pas vous laisser poser la question. Si c'était aussi beau, pourquoi est-ce que vous êtes parti? Ben, d'abord, pour tous ceux qui me connaissent, je me suis donné 5 ans à être statique quelque part. Dans une vie professionnelle, lorsque vous restez 5 ans au même poste, même s'il y a des augmentations de salaire, pour moi, c'est contre-productif. La première année est une année qui est une année de stage. La deuxième année est une année où on commence à mettre en application ce qu'on a appris en tant que stagiaire. La troisième année, on commence à maîtriser le poste. La quatrième année, on a tendance à dépasser le poste. Et si vous restez la 5e année, l'ennui, la routine font que vous devenez contre-productif. Fort heureusement, mon parcours a permis d'évoluer jusqu'à ce que, au poste où j'étais, les perspectives, c'était un poste de direction. Il y a eu quelques petites histoires là-dessus, mais je me suis rendu compte que mon avenir là-bas ne pouvait pas me permettre de m'épanouir. Et j'avais anticipé, puisqu'en 2011 déjà, 2 ans avant que je parte, j'avais créé ma première entreprise. Et donc en 2013, j'ai eu quelques petits soucis avec un directeur qui fort heureusement a permis qu'on négocie. Et comme je ne partais pas avec rien, mais plutôt avec quelque chose qui pouvait m'aider, je suis parti de la SAPH pour vivre pleinement le désir de créer des entreprises et de les gérer moi-même. Donc, vous partez de la SAPH, vous décidez, comme on le dit, de rendre le tablier et vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le mot entrepreneuriat, comme je le disais tantôt, se lit sur toutes les lèvres, c'est devenu pratiquement un effet de mode. Mais pour vous, quelle est la vraie définition de l'entrepreneuriat? Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est étymologique pour faire beau, parce qu'on a appris cela. On a fait, j'ai un CNBA, hein, Certification in Entrepreneurship, Management, patati patata. C'est du français ou de l'anglais, selon l'abréviation. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord, d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir une idée, de la concrétiser, de manière à pouvoir s'épanouir. C'est aussi simple que ça. Je veux vendre des galettes, c'est mon idée. Je mûris l'idée. Où est-ce que je vends les galettes pour que ça puisse être acheté? Est-ce que c'est un besoin? Quand je les vends, est-ce que je fais des bénéfices? Est-ce que ces bénéfices me permettent de faire autre chose ou bien de m'épanouir? Voilà.
comment je résume l'entrepreneuriat. Il faut être pragmatique, être travailleur, avoir une idée, la concrétiser et puis s'épanouir avec les fruits de cette idée. Dans le monde de l'entrepreneuriat, le mentor, le modèle est-il indispensable pour mener à bien son entreprise ou sa vie? Indispensable, je ne sais pas. Nécessaire, je dirais oui. Parce que le modèle, comme pour un couturier, il faut un patron. Comme pour les EVA, pour tracer les arbres, il faut un gabarit qui permet d'avoir les lignes bien tracées. Comme pour faire une ligne droite, il faut une règle. Il faut bien quelque chose, un adjuvant. Et donc, le modèle, à mon sens, même s'il n'est pas indispensable, il est nécessaire. Et moi, particulièrement, j'en ai eu. Voilà. Quelques anecdotes de vos mentors ou bien pourquoi pas des noms? Des noms, oui. Je suis très fier de parler du premier qui m'a marqué, M. Akaboua Victor, qui était mon premier chef de culture à la SAPH, qui m'a marqué dans ce qu'il était strict. Il pouvait passer de 0 km/h à 120 km/h. Je veux dire que ça peut être un entretien comme on est en train de le faire, et dans les 5 minutes, il vous pique une colère pas possible, parce que simplement, vous avez manqué à quelque chose qui pour lui était évident. Mais il va vous en tenir rigueur jusqu'au point où les gens qui sont avec vous se demandent si vous vous connaissez. Mais il n'a rien contre votre personne, il a quelque chose à voir avec le problème qu'il faut solutionner. Donc ce monsieur m'a marqué dans la rigueur au travail. Ensuite, j'ai celui qui, sur le plan éthique, sur le plan relations humaines, m'a marqué, c'est Dr Clabrou, qui est aussi mon parrain au niveau du mariage. Vous voyez que je ne les ai pas choisis pour rien. Quand j'étais en 6e, il devait être en seconde au collège catholique Saint-Viateur de Boaké. Et c'est lui qui était mon instructeur dans la matière qu'on appelait éducation religieuse. On avait soit éducation religieuse ou éducation civique, ECM. Et donc, ce monsieur a été pour moi un modèle. D'ailleurs, c'était la première fois que je découvrais un élève qui venait enseigner d'autres élèves et qui le faisait parce qu'il devait être un modèle pour les autres. Ensuite, on s'est rencontrés pendant que j'étais à la fac. Lui, il était en faculté de médecine et il n'a pas manqué de manquer des conseils, de me donner des conseils. Voilà pourquoi il a été d'ailleurs mon témoin de mariage. Et enfin, celui qui m'a permis de sortir de moi-même et de concrétiser mes rêves, M. Éric Ospier, qui était le directeur des opérations agricoles de la SAPH. Voilà un blanc, comme on le dit, mais qui avait pour moi la peau plus noire que nous autres, qui m'a dit un jour, et ça m'a marqué, Monsieur Nda, si je ne peux pas vous augmenter de salaire et que je peux embaucher votre frère, votre soeur ou votre femme qui est compétente et qui a un diplôme, je vais augmenter au moins le salaire du ménage. Et si vous êtes à l'aise parce que madame ne se plaint pas ou les enfants ne se plaignent pas, vous travaillerez bien pour moi. Un blanc qui nous le disait. Choqué. Et voilà quelqu'un qui n'hésitait pas à te dire, hein, là je dis te parce qu'arrivé à ce moment il nous tutoyait, j'ai une réunion avec le DG demain, on a conduit un projet, pour moi c'est bon, tu présentes le projet au DG, je serai assis là. Et il vous jette à l'eau, vous expliquez, vous soutenez et il dit ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est ce collaborateur qui l'a fait, c'est vrai que j'ai supervisé. Donc voilà pour moi c'était un modèle. Quelqu'un qui valorisait l'autre, qui reconnaissait le travail bien fait et qui, même quand il ne peut pas vous augmenter de salaire, vous dit « je le ferai quand je le pourrai ». Et même donc, si vous devez rester pendant 4 ans, 5 ans à travailler pour lui, vous le faites. Et ça n'a pas manqué quand il est parti de la SAPH, il m'a appelé au Nigeria. Je ne suis pas allé, mais il m'a dit « vous travaillerez pour moi un jour ». On espère donc que ce vœu-là sera accompli, pourquoi pas? Oui, ben, ça a été accompli, puisque quand il était DG de EVECAM au Cameroun, pendant 2 ans, j'ai été consultant et conseiller du directeur technique. Je me rappelle à la dernière visite, quand le ministre devait, depuis je ne sais pas combien d'années, visiter le Cameroun, il m'a invité spécialement pour que je présente un projet sur l'évéaculture devant le ministre de l'Agriculture du Cameroun. Ben, il fallait avoir confiance en un petit Ivoirien, alors qu'on a beaucoup de cadres de valeur là-bas. Et donc, il m'a permis de faire remonter quand même certains calengues qui ont été réussis. J'ai pu même faire venir, grâce à lui, 5 cadres camerounais ici, des cadres qui étaient des anciens, qui ont pu être formés et qui aujourd'hui performent comme il le faut. Donc c'était la preuve que ce n'était pas pour moi seul, mais il l'a fait aussi pour beaucoup de cadres ivoiriens. Qui On peut donc dire que le véritable mentor, c'est celui-là surtout qui valorise. Eh oui, vous savez, il valorise, mais il se valorise. Parce que quand vous valorisez l'autre, le résultat rejaillit forcément sur vous. Mais si vous cherchez à vous mettre au centre de tout,
croyez-moi, vous allez créer des malheureux, vous allez créer des mécontents et à la fin, vous allez échouer. Mais quand vous valorisez l'autre, le résultat, il est connu d'avance. Hein. Quand il réussit, il vous renvoie l'ascenseur. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce que M. Nda fait aujourd'hui, peut-être avec son entourage immédiat, avec les personnes qui travaillent avec lui? Ben, bien sûr. J'ai toujours dit à mes collaborateurs que je ne peux pas vous apporter le bonheur. Vous pourrez les interroger, ils peuvent témoigner. Et vous ne réussirez pas à travailler pour quelqu'un. La meilleure réussite pour vous, c'est que demain, vous puissiez profiter de ce que vous avez. Parce que pour moi, le salaire est un tremplin afin de pouvoir vous-même vous épanouir plus tard. Et puis, on me posera aussi la question de savoir, mais vous n'avez pas peur qu'ils partent, etc. Je dis, ben, bien sûr, quand ils partent, c'est une richesse pour moi. Vous savez, tous ceux qui partent reviennent toujours. Ils vous envoient des marchés. Ils vous envoient des références. Ils vous envoient un retour de publicité. Et surtout quand vous les avez aidés à grandir. Et puis, je ne suis pas philanthrope. Hein. Quand vous libérez quelqu'un à qui vous payez des droits, c'est un investissement. Le niveau de salaire qu'il a atteint après 5 ans, un nouveau bien formé n'a pas ce même niveau de salaire. Donc le nouveau qui vient est très motivé. Il vient d'avoir un emploi. Celui qui s'en va est très motivé. Vous l'avez aidé à partir. Il forme un nouveau avant de partir. Et ce dernier-là réussit à vous donner des résultats. Entre-temps, vous avez 2 personnes satisfaites au lieu d'une seule. Ça ne peut que porter des résultats. Monsieur Nda, aujourd'hui, vous avez combien d'entreprises à votre actif? Ben, j'ai 2 entreprises, je pourrais dire 3, puisque ma personne en elle-même constitue une entreprise comme je travaille à titre individuel. Mais en termes de structure légalement constituée, j'en ai 2. Il y a la première qui est la société de prestation de services de Côte d'Ivoire, devenue entre-temps Sopresi Agro, pour marquer le caractère agricole qui est le plus important. Il y a le complexe hôtelier résidence Nda, et puis il y a Kwame Nda Valérie en tant que consultant individuel qui peut travailler pour certains organismes et qui a aussi un compte contribuable en ce nom-là, puisqu'il faut payer aussi les impôts même si on est entreprise individuelle. Ah oui, les impôts en Côte d'Ivoire, c'est ça, c'est normal. Monsieur Nda, est-ce que vous pourrez nous dire aujourd'hui que vous avez réussi peut-être du premier coup? Parce qu'entreprendre, vous avez dit, c'est pas facile, mais est-ce que pour vous, ça a été pas trop difficile? Madame, dire que ça a été facile, ce serait être naïf. En ce sens que je me mentirais à moi-même et ensuite ce serait donner un vilain signal, un mauvais signal aux jeunes qui veulent entreprendre. Ce n'est pas facile. Le fruit de ce que vous voyez, c'est quand même 10 années, 12 années de travail. Ça s'est construit pierre par pierre et pour ceux qui connaissent bien le site où se trouve Résidence Nda, ils savent que ça n'a pas été évident. Et donc naturellement, si ça s'est construit pas à pas, ça veut dire que c'est différentes réalités qui ont été traversées, qui ne sont pas toujours heureuses, donc certaines fois des difficultés, beaucoup de difficultés même. Mais le signe du bon entrepreneur, c'est la persévérance. Au bout, on a le sourire. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est beau, tout est rose, non. Mais Dieu merci, on réussit à manger, on réussit à entretenir notre famille et puis à faire quelques petites réalisations pour le futur. Parce qu'on ne va pas toujours rester jeune, on ne va pas toujours pouvoir parcourir les kilomètres de route que nous parcourons chaque mois dans le cadre de notre fonction. Ok, M. Nda, vous l'avez dit, pour encourager les jeunes, ce n'est pas facile, mais on ne se décourage pas. Il y a la persévérance, il y a la patience. Et au bout de l'effort, comme on dit, vient la récompense. Moi, j'ai envie de savoir plus grande difficulté. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais arrivé à un moment donné de la vie d'un homme, de la vie d'une entreprise, on est confronté à des difficultés auxquelles on se demande le matin comment je fais pour m'en sortir. Est-ce que vous avez été confronté à ces grands défis? Oui, vous savez, après on oublie quand on a réussi à dépasser, mais ce qui est plus frais, c'est ce qui est intervenu il y a quelques mois. Vous imaginez, on fait des investissements, en fin d'année on fait un bilan, on se dit tiens, ça n'a pas été ce que nous espérions. Mais pour gagner plus, il faut investir, il faut faire de nouvelles choses. Vous prenez le mois de janvier, de février, de mars, vous investissez pratiquement toutes vos économies en espérant pouvoir rentabiliser parce que le mois d'avril pour moi était un mois charnière. Un mois où la plupart des formations dans les entreprises se faisaient. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit qu'il y a un virus qui s'appelle Covid-19 qui apparaît. Et on vous demande de fermer tout. Vous venez d'investir énormément, vous venez de signer même un contrat où vous avez fait la première semaine d'exécution sur 12. Et patatras, tout tombe à l'eau. Vous avez investi toutes vos économies par rapport à ce marché-là. Vraiment. Voilà, je veux dire, la difficulté qui m'aura marqué le plus depuis que
je suis entrepreneur. Parce que quand chaque soir, les travailleurs passent pour dire bonsoir monsieur, on est venu juste vous dire bonsoir. En fait, ils sont venus pour savoir est-ce qu'à la fin du mois, ils seront payés. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai dû faire un post très long là-dessus. C'était une manière pour moi de déverser mon désespoir, mon chagrin. Mais Dieu merci, nous avons eu les ressources qu'il fallait pour pouvoir payer ce personnel-là, malgré le fait que nous sommes restés pratiquement 3 mois sans travailler. Pour certaines activités, on vient d'ouvrir il n'y a même pas encore 2 semaines. Quand vous dites que vous avez reçu les ressources qu'il fallait, est-ce que vous avez reçu l'accompagnement de l'État? Bon, accompagnement de l'État. J'ai vu toute la publicité autour de l'accompagnement. Peut-être que certaines entreprises en ont eu, moi particulièrement non. Mais pas faute d'avoir essayé, mais j'ai abandonné. Le principe était qu'on puisse s'inscrire en ligne, qu'on puisse apporter certains documents, etc. Mais quand vous demandez, qu'on vous donne l'attestation de régularité fiscale au 31 décembre 2019, et qu'on vous demande de payer d'abord les impôts 2020. Pourtant, on nous demandait bien l'attestation de régularité fiscale au 31 décembre. Ce qui était bon, ce qui était fait. On me demande la régularisation au 31, pardon, on était en mars, avril. Donc ça signifiait quoi? Malgré le fait que vous ne travaillez pas, il faut payer d'abord tous vos impôts avant qu'on vous donne le papier. Ce que j'ai fait. On vous demande l'attestation de régularisation CNPS. Le premier trimestre, c'est mars, donc ça devait être payé le 15 avril. On nous demande de fermer. À la CNPS, même vous arrivez, on dit on ne travaille pas. Il faut tout faire en ligne. Après, vous allez pour demander, on vous dit non, il faut payer tout avec les pénalités. Bon, quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a donc pas de ressources pour payer, on lui demande de payer avant qu'on lui délivre le papier qui est censé être le sésame pour mettre dans son dossier afin... Ok, bon. À la fin, quand vous commencez à dépenser le triple de ce que vous êtes censé avoir, on ne peut qu'abandonner. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai abandonné. Parce que je n'espérais pas avoir grand chose, surtout qu'on m'a dit que pour des entreprises de moins de 1 milliard, donc de 999 999 francs de chiffre d'affaires, l'aide maximum était de 500 000 francs. Je ne parle pas des prêts. Voilà. Maintenant, aller prendre un prêt sans savoir comment je vais rembourser, même si on est entrepreneur et qu'on dit que c'est à taux zéro. Ça a été difficile, mais on se rend compte que M. Nda s'en est bien sorti. Oui. Parce que jusqu'à ce jour, vos employés sont encore là. Les résidences Nda ont commencé, comme vous avez dit tantôt, à tourner. Ça fait 2 semaines. Le challenge, quand même, vous a permis de sortir grandi. Oui, mais je veux dire que ça me fortifie dans ce que je disais tantôt, qu'il faut mettre l'homme au devant. Mais vous imaginiez que l'homme n'avait pas été au devant, on ne s'en serait jamais sorti. Mais ils savent ce qu'on fait pour eux quand il y a de la trésorerie. Donc quand il n'y en a pas, ils savent apprécier le peu qu'on va leur donner, même s'ils ne travaillent pas. Et ils vont vous le rendre. Donc c'est ce qui nous a permis de passer le cap. Fort heureusement, comme je l'ai dit, au-delà de mes entreprises, je suis consultant privé. Et donc j'avais un contrat qui avait été fait en 2019. Donc le dernier paiement devait être fait en 2020. Juste après la fermeture, j'ai pu avoir le chèque de ce paiement. Nous avons partagé en famille. Chacun a pu s'en sortir et aujourd'hui il y a le sourire. Vous dites que nous avons partagé en famille. Est-ce que vous considérez vos collaborateurs, ces personnes qui travaillent avec vous, comme de la famille? Oui. Nous sommes d'abord une famille ici. J'ai travaillé dans un environnement où pour certains des patrons, nous étions d'abord une famille. Et croyez-moi, ça a une force énorme, ça a un impact positif sur le travail. Et ici, nous sommes une famille. Et cette famille-là partage beaucoup de choses. Et c'est cela qui nous a permis de surmonter en fait tout ce que nous avons eu comme difficulté. Et aujourd'hui, je suis fier de ce personnel-là. Parce qu'en fait, sans eux, je n'existe même pas. Quels sont les projets d'avenir, les perspectives pour vos 2 sociétés? Waouh, les perspectives. Première chose, à l'horizon 3 ans. Les 3 ans ne sont pas choisis de manière fortuite. Ça marquera un âge que je vais atteindre, qui pour moi ne devrait plus être l'âge où je suis en train de courir. Faire 3000 km. Monsieur Nda, excusez-moi, Monsieur Nda parle de 3 ans parce que dans 3 ans, je vous donne le scoop, Monsieur Nda aura 50 ans dans 3 ans. Donc je crois que 50 ans, c'est un arrêt. Un arrêt dans le sens où il faut passer le flambeau. Il faut faire en sorte qu'on ait une équipe qui puisse faire certaines de nos activités et que nous puissions les coacher, que nous puissions superviser. Et donc mon rêve, c'est de faire en sorte que cette relève-là arrive.
à travers d'abord mes enfants et ensuite certains collaborateurs qui pourront tenir haut. Bien sûr, je garderai mes entreprises. Bon, c'est vrai que je ne serai plus directeur puisque j'ai ma fille qui est celle qui va gérer la partie complexe hôtelier. Mais au moins, je pourrais donner des directives et je pourrais quand même bénéficier un peu des fruits de ce qu'on a fait pendant 23 ans et donc qu'on aura fait pendant 26 ans. Parce que ce n'est pas évident, pendant 26 ans, de courir sur toutes les routes, d'être à la tâche tous les jours et de travailler 48 heures sur 24, comme je l'ai dit. Arrivé à un certain moment, on va passer à une autre étape. On continuera à travailler, mais à un autre stade, en ayant des équipes qui permettent de faire et de pérenniser ce que nous avons essayé de construire. C'est ça mon rêve. Monsieur Nda, on a pris l'ambiance qui règne à la résidence Nda. Certains de vos enfants se sont exprimés, certains de vos collaborateurs aussi. On vous laisse donc suivre la surprise. J'espère qu'ils n'ont pas dit le contraire de tout ce que j'ai dit. Hein. Non, pas du tout. Mais pour la petite histoire, Monsieur Nda un peu street, mais c'est le patron, on lui reconnaît ce mérite-là. C'est un homme bosseur en travail. Mais pourquoi je dis tout? On suit la vidéo. C'est quand même un monsieur gentil, mais dur dans le travail. Je lui dis merci, et puis le féliciter, puis l'encourager à toujours nous encadrer, parce que c'est un modèle pour nous. Je suis le maître nageur de la résidence Nda. Monsieur Nda est un homme vraiment bosseur. Il n'a pas le temps. Il ne fait que... Lui, sa vie, c'est le travail. La preuve en est, souvent, lorsque nous bossions à la résidence, lorsqu'il quitte en mission pour venir, et souvent, il voit traîner les déchets, par exemple, des papiers traîner sur la pelouse. Il nous interpelle, mais vous ne voyez pas les feuilles traîner là? Bon, comme vous ne voulez pas ramasser, bon, je vais vous donner l'exemple. Et puis, il s'est mis à ramasser. Et nous-mêmes, en tant que ces travailleurs, ça nous gêne. Et automatiquement, on se met à faire ce qu'il fallait faire, puis lui-même est venu faire notre place. Je suis Jean-Christ Nda. Monsieur Nda, c'est quelqu'un de très rigoureux, très acharné, très dévoué au travail. Je me rappelle, pour la petite histoire, on était en mission il y a de cela 2 mois, je crois. Et c'était l'anniversaire de son mariage. Il fêtait ses 19 ans de mariage. Et ce jour-là, si je me rappelle bien, nous étions à Toumaudi. On était sur une plantation et on n'avait pas encore fini le boulot. Sachant l'importance qu'il consacre à la famille, j'étais là et je lui ai demandé, mais tu te rappelles quel jour nous sommes aujourd'hui? Il dit oui. Il a dit c'est quel jour? Il dit nous sommes jeudi. Il a dit oui, jeudi, mais quoi? Il a dit c'est le jour de ton anniversaire de mariage et on est en brousse ici, dans un endroit où il n'y a même pas de réseau. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne pas rentrer pour rejoindre ta femme, notre maman? Il m'a dit, on peut refaire ça après, faisons le travail qu'on a à faire. Et j'ai tout fait ce jour-là pour que, après le boulot, on prenne la route de Toumaudi aux environs de 19 h pour arriver ici. Ça a été une surprise vraiment agréable. On a convié ses amis, ses proches pour une petite cérémonie. Juste vous dire que même le jour de son anniversaire de mariage, il est acharné, il est au travail. Monsieur Nda Valérie Kwame, malheureusement c'est la télévision. Le temps qui nous a imparti, très peu. Quel est, si message il y a, quel est le message que vous voulez lancer aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre? C'est vrai que le temps est court. Ça a été pour moi un plaisir déjà d'être avec vous. Je ne savais pas que ça allait être aussi fluide que ça. En termes de message, vous savez, quand on dit beaucoup de choses, on ne retient pas. C'est vrai. Beaucoup. Je dirais seulement que la réussite vient au bout de l'effort. Pour moi, il n'y a pas d'argent rapide. Il n'y a pas de réussite rapide. Tout se construit pas à pas. Plutôt que d'envier, de détester ceux qu'on pense avoir réussi, il faudrait plutôt que les jeunes se rapprochent et fassent de sorte qu'ils sachent comment est-ce que les gens ont réussi.
C'est un peu ce qui a fait que j'ai accepté d'ailleurs cette interview. Si ça peut porter des résultats, s'approcher, il y a des gens qui peuvent aider, il y a des expériences qui peuvent servir. Donc en définitive, bosser, se servir des exemples des autres, ne pas repartir forcément de zéro quand des gens ont fait quelque chose. Et puis le reste, la chance qui peut compter peut-être pour 10% pour moi, pourra faire le reste. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que vous retiendrez de cette émission que l'abnégation au travail et le travail bien fait, comme pouvait le dire cet écrivain, travail, car l'indépendance vient après mon enfant. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.